Très bien. Alors, à nouveau, une table ronde extrêmement riche. Je vais me permettre d'extraire 4 idées. La première idée, c'est bien la notion d'inclusion qui a été posée. La deuxième, c'est comment l'école s'organise-t-elle pour répondre à ses besoins éducatifs particuliers, à ses élèves à besoins éducatifs particuliers. Troisième point, tout à l'heure, lors de la première table ronde, on a parlé du médecin de ville ou le médecin de famille comme étant le premier recours. Vous voyez bien qu'ici, il y a aussi un premier recours qui s'appelle l'enseignant de la classe ordinaire, qui accueille objectivement ses élèves. Et puis le quatrième point, c'est le fait qu'on ait pu aller au-delà du temps scolaire, puisqu'il a été abordé le temps périscolaire. Alors sur le premier point, sur la notion d'inclusion, je pense que ce qu'il faut retenir, au-delà du fait que je permets au passage, c'est quand même un secteur que je connais un peu, l'école, je rappelle quand même qu'à la rentrée 2021, il y a 400 000 jeunes reconnus en situation de handicap qui sont dans l'école. 400 000. À l'époque où j'avais fait le rapport connu, si je puis dire, on était à peine 150 000. Hein. Voilà, en 20 ans. 150 000, 400 000. Bon. Et encore, en termes de classe d'âge, on est à peu près sur la même classe d'âge. Donc on est sur des proportions identiques. Donc c'est l'effort, je tiens quand même à le redire, hein, en termes de, comme le disait le collègue de Clermont, le chemin parcouru. Bon. Mais pour autant, sur cette notion d'inclusion, je pense qu'il y a deux idées qui méritent vraisemblablement de nous interpeller, c'est-à-dire que de l'inclusion à l'école inclusive. Vous avez entendu cette idée, la loi de 2005, 11 février 2005, qui a généré par la suite des inflexions sur les lois de 2013 de Peillon et de 2019 sur Blanquer, l'école de la confiance, hein, qui ont structuré ces deux lois 2013-2019, ont structuré l'école inclusive. Et on parle même aujourd'hui en France du service public de l'école inclusive. Hein, je me permets de le dire par rapport à d'autres pays qui n'ont pas fait tout à fait ces mêmes choix. Mais pour autant, on peut sans doute retenir ce que disait le collègue de Clermont, c'est-à-dire que la loi de 2005, en ayant autant insisté sur le droit à compensation, et ça s'entend de la part des familles qui sont là, vous attendiez de la compensation, c'est-à-dire faire plus, et sans doute mieux, pour vos élèves ou vos enfants qui ont moins, pour faire un chemin un peu court. Il n'en demeure pas moins que cette notion de compensation a sans doute été interprétée ou a peut-être dérivé par elle-même. Et que, du coup, on en a oublié quel était le cœur de la loi de 2005, qui a d'ailleurs été reprise 2013-2019, qui est l'accessibilité. Et c'est ce qu'a dit notre collègue de Clermont, c'est-à-dire l'accessibilité pédagogique, l'accessibilité sociale, l'accessibilité didactique. Je pense que c'est une première notion sur laquelle, ce matin, il y a eu éléments conséquents. La deuxième, toujours autour de cette notion d'inclusion, c'est le rapport qui existe toujours entre égalité et équité. Je vous rappelle que l'école, c'est le creuset de l'école de la République, c'est une originalité de la France. Je me permets de le dire à 5 semaines des élections présidentielles. Une originalité, hein, quand j'entends ici ou là certains qui veulent en faire autrement, je rappelle quand même que c'est le creuset de l'école de la République. Donc tous les élèves sont accueillis, quels qu'ils soient. Et la loi de 2005, finalement, ne fait que conforter cette idée d'égalité et d'accès pour tous à l'école. Cependant, pour être équitable, qui était aussi un des fondements de l'école de la République, ben effectivement, il y a un volume et des nécessités, si je puis dire, d'adaptation qui, comme cela a été souligné, sont à la fois nécessaires, mais créent objectivement des complexités dans l'organisation du système. Deuxième idée qui a été évoquée, c'est que l'école, en tant qu'entité publique, et donc est confrontée de plus en plus aux besoins éducatifs particuliers. Je vous ai indiqué quelques chiffres. Et donc, elle s'est organisée. Vous avez eu des exemples. À la fois, je le cite, hein, parce que si je prends 20 ans d'âge en arrière, ça n'existait pas. Je me permets de le redire. Mais les conseillers techniques auprès des recteurs, ça n'existait pas, hein, il y a 20 ans. Les centres de référence, CIBIL, ça n'existait pas il y a 20 ans. Bon, les PIAL, même si vous avez entendu, parce qu'il y avait une petite allusion propre à ce qui s'est passé à l'intérieur du ministère, puisque l'initiative était effectivement ex-Marseille, donc on est passé du PAC, enfin, hein, c'est ça, au PIAL, donc les pôles, mais au fond,
l'organisation, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez bien que lorsqu'on parle de parcours de soins, on a posé à travers l'exemple de Toulouse l'idée qu'il doit y avoir un écosystème d'organisation de ce parcours de soins. C'est ça qu'il y a. Bon. Mais là, d'une certaine manière, il y a une forme de symétrie. C'est-à-dire que l'éducation nationale, à sa mesure, alors on peut considérer que ce n'est pas assez, etc., mais à sa mesure, elle a aussi construit un écosystème d'accompagnement et de prise en charge des élèves à besoins particuliers. Bon. Dans cet écosystème, tel que les choses nous ont été indiquées, effectivement, la notion de PIAL est une notion nouvelle, c'est pôle, mais vous observez une chose quand même, malgré tout, c'est trait d'union entre la première table ronde déjà et la deuxième, c'est que dans cet écosystème, cette organisation adaptée, évidemment, la notion de travail en équipe, la notion de coordination, et j'espère que vous avez entendu la collègue d'Aix-Marseille, parce qu'à un moment donné, elle vous a dit « Oui, il y a beaucoup d'AESH, oui, il y a beaucoup d'intervenants, mais peut-être que parfois on a besoin peut-être d'un peu moins. On peut avoir un peu moins si c'est mieux coordonné. » C'est-à-dire que cette idée de pôle, si je reprends l'idée des PIAL, mais ça vaut pour toute organisation, c'est ce qu'a démontré notre collègue de Toulouse tout à l'heure, ça suppose qu'il y ait du travail en équipe, du temps défini, du temps libéré pour faciliter cette coordination. Troisième idée de cette table ronde, le rôle de l'enseignant. Ben, comme tout professionnel, c'est un rôle complexe. Ça a été fort bien dit par l'une des intervenantes. La taille moyenne des classes dans le premier degré, c'est 24,5 élèves. La taille moyenne des classes dans le lycée, en ce moment, je m'occupe des maths dans le lycée, pour tout vous dire. Enfin, bref. Je ferme cette parenthèse, je vais dériver là. Non, mais on rend un rapport au ministre là dans une semaine sur la place des maths dans la réforme du lycée. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le lycée, on est à 29 élèves par classe en moyenne, mais il y a des différenciations selon les groupes d'enseignement. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que l'enseignant, un enseignant ordinaire, je ne parle pas des enseignants spécialisés, je ne parle pas des enseignants référents, ils ont une tâche complexe parce qu'ils sont soumis à l'égalité d'accueil de tous les élèves et à l'équité de traitement des élèves à besoins particuliers au sein de leur même classe. Et il y a une autre complexité qu'il faut évoquer, ça a été souligné par notre collègue de Nancy, ben c'est un professeur des écoles, je ringardise un peu là, un professeur des écoles, qu'est-ce qu'il a? Ben, il est unique avec ses élèves. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, il y a des rapports interpersonnels qui s'installent. Tandis que dans le second degré, on a 9 disciplines, et je passe de côté les disciplines moins présentes. Hein. Il y a 9 disciplines. Donc l'élève, lui, subit 9 intervenants différents. D'accord? 9 intervenants. Alors là encore, en termes d'organisation de système, les projets PPS, PPRE, etc., servent. Il y a là, à mon sens, au-delà de la structuration des PIAL, objectivement une zone de progrès dans la manière dont sont conçus ces différents projets. Parce que finalement, c'est là que ça se joue pour faciliter cette coordination. Hein. Au-delà de la complexité de l'enseignant, qui est donc le premier recours, je voudrais insister sur 2 idées. Il y en a une que je vais dire moi-même tout seul, si vous me permettez, parce que si vous m'avez invité, je ne vais quand même pas me limiter à la synthèse. S'agissant de l'enseignant, je ne sais pas s'il y a des collègues enseignants dans la classe. Non, oh, pardon. Très bien. Comme on disait tout à l'heure, ce que disait Sybille sur le médecin qui est le premier recours, l'enseignant est le premier recours. Depuis 20 ans, ou plus exactement 15 ans, la loi de 2005, je me méfie comme de la peste de cette interprétation sur l'idée de compensation. Vous voyez comment je suis, hein, je vous fais un aveu ce matin. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas déresponsabiliser les enseignants. Le premier acteur dans ce triptyque d'accompagnement des élèves 10, dont ceux présentant un trouble du développement de la coordination, triptyque étant réponse pédagogique, réponse thérapeutique, réponse éducative. Vous voyez bien que posé ainsi, ça veut dire que de la manière dont l'enseignant enseigne, c'est le premier acteur de la prévention des difficultés scolaires. Et lorsque moi, enseignant, je traite une difficulté scolaire pour un élève qui n'est pas porteur d'un trouble,
Mais de la manière dont je vais traiter le problème, je vais aider aussi le gamin qui est porteur d'un trouble. Il faut que vous soyez convaincus de ça. Celles et ceux qui mobilisent des stratégies, des outils de compensation, des outils d'adaptation pour des élèves porteurs d'un trouble 10, alors ils aident aussi tous les élèves de la classe. C'est ça qu'il faut être convaincu. Et en cela, l'instituteur... Enfin, mon Dieu. Mais non, je suis un peu vieux, c'est pour ça. En cela, l'enseignant est le premier recours. Mais si nous faisons, et je reviens à la table, passer l'idée que pour accueillir un élève en situation de handicap et particulièrement porteur d'un trouble 10, dont trouble du développement de la coordination, il faut absolument des compensations X, Y, Z, alors il y a une conduite partielle de déresponsabilisation. Par contre, ça honore le métier d'enseignant de pouvoir accueillir tous les élèves. Et donc la manière, c'est donc ce que nous vous ont dit les collègues, c'est-à-dire comment j'aide les enseignants. Force est de constater que ça a été dit à plusieurs reprises, des efforts ont été faits en formation initiale, ils ont été faits en formation continue. Il y a sans doute, objectivement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, des efforts encore à continuer dans ce domaine. Mais entendez ce qu'a dit le collègue, juste pour conclure, le collègue Thomaset de Clermont, sur ce point enseignant. Est-ce que l'enseignant doit être capétien de l'ensemble des troubles? La réponse est non. Vous entendez ce que je dis? Ne demandez pas à un enseignant du premier et du second degré d'être spécialiste de tous les troubles. Ce n'est pas ça le sujet. Pour un enseignant, c'est le problème des besoins. C'est ça le sujet. C'est comment, à partir d'une analyse des besoins, sans attendre pour autant qu'il y ait un diagnostic différentiel parfaitement maîtrisé scientifiquement. Il y a des réponses pédagogiques qui sont des réponses préventives. Il y a des réponses pédagogiques qui sont des réponses de repérage. Et il y a des réponses pédagogiques qui, par la qualité de la prise en charge, aident tous les élèves, dont les élèves porteurs de troubles. J'insiste beaucoup là-dessus, et ça revient à ce que disait notre collègue tout à l'heure, sur cette idée de concevoir, par conséquent, des espaces de négociation. Quand je dis ne pas déresponsabiliser les enseignants, vous avez entendu ce qu'il a dit. Le rapport entre le médecin et l'enseignant. Le médecin prescrit quelque chose, mais en son âme et conscience, ce qui est normal, c'est un professionnel. Mais ce qu'il prescrit doit être adapté en quelque sorte au contexte de la classe telle qu'elle est, et à la manière dont l'enseignant peut recevoir. Il y a donc une relation dialectique qui va s'installer entre les différents professionnels. Et c'est ça qu'il faut essayer de construire à travers, me semble-t-il, ce qu'a dit notre collègue sur l'espace de négociation. Et de cette manière d'opérer pédagogiquement, quand il l'a qualifié de pédagogie universelle, j'utilise souvent le terme de pédagogie explicite, mais c'est du même ordre, on est dans le même registre. Quatrième et dernière idée qui a été véhiculée par la table ronde, on vous a parlé de l'élève, évidemment, mais notre élu nous a évoqué l'enfant. Et là, ce qui est posé, c'est la manière dont on accompagne l'enfant, pas en tant qu'élève, mais en tant qu'enfant qui a du temps périscolaire, avec cette nécessité, là encore une fois, de collaboration, et un bel exemple qui a été présenté d'articulation entre les professionnels de santé, les communes et le milieu enseignant. Donc il y a des belles perspectives à venir, mais aussi de bons défis à soulever. Merci.